Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'étais donc en train de te demander, François, si c'est le cœur qui a fini de te convaincre une fois tous les éléments rationnels pris en compte pour revenir ici 4 ans après ta dernière victoire. Ouais, un petit peu. Je crois que c'était à la base, c'est parti un petit peu d'une blague sur la ligne d'arrivée en 2021 où on me demandait si j'en avais fini avec l'UTMB ou comment ça allait se passer. Et voilà, c'est vrai que je suis venu pour la première fois sur cette course-là en 2010, la CCC en 2006. Donc voilà, en 2021, c'est vrai que Ludo il me disait on te dit au revoir ou tu reviendras. Je disais non, je suis venu en 2017, 2021, je reviendrai sûrement en 2025. Puis après, finalement, la blague, elle a été faite, refaite. Puis finalement, c'est devenu un peu quelque chose genre d'acquis au fond de moi. Et puis après, on sait jamais. C'est sûr qu'en 2012, si on m'avait dit en 2026, tu reviendras autour du Mont Blanc en essayant de performer, j'aurais dit ouais, je pense pas quand même. Dans 14 ans, on verra bien. Et en fait, c'est vrai que finalement, j'ai eu aussi cette blessure. Après, ça me tenait à cœur de rebondir derrière cette blessure. Il y a eu Store des Géants l'an passé, qui était quand même une étape que j'avais vraiment envie de faire. Et derrière, ça a été pour moi un cheminement un petit peu logique qui finalement était inscrit. Et donc voilà, j'ai vraiment essayé de me préparer au mieux depuis l'an passé. Ouais. On a parlé là, de Nolans assez largement. Il y a eu la Transylvania aussi fin mai. Un point qui est absolument pas négligeable et même considérable dans ta préparation, c'est le ski alpi. 300 000 mètres de D+, je crois, sur ton hiver, une 5e place à la Pyramide. C'est vraiment un élément fondamental de ta préparation aussi. Est-ce que ça t'apporte surtout de la fraîcheur intellectuelle par rapport à la course à pied en tant que telle? Est-ce que c'est devenu indispensable aussi pour reprendre du plaisir en courant? Oui, après c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, moi ce que j'aime bien c'est pouvoir m'entraîner autour de chez moi. Et l'hiver, autour de chez moi, l'entraînement le plus logique c'est vraiment le ski de randonnée. En plus de ça, c'est une discipline que j'ai appris à vraiment affectionner depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est vrai que maintenant je conçois pas vraiment l'hiver sans ça. J'y prends beaucoup de plaisir et puis ça m'apporte beaucoup à tous les niveaux. Enfin, c'est vraiment un sport pour ceux qui connaissent pas, qui combine vraiment, on va dire, un effort cardiaque très intense, des belles sollicitations musculaires, de jouer vraiment avec la montagne, les conditions. Et puis, il y a vraiment une coordination entre le haut et le bas du corps. Donc, je trouve que ça me fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, mentalement, c'est sûr que c'est pas les mêmes impacts, c'est pas les mêmes choses et t'as vraiment l'impression de faire un autre sport. Donc voilà, c'est sûr que c'est dur quand on retransite dans la course à pied, mais je pense qu'au final, sur des courses qui sont comme là, fin du mois d'août, finalement, ça permet de conserver une certaine fraîcheur qui est vraiment non négligeable par rapport à ceux qui attaquent leur saison de course à pied en janvier ou en février. Moi, c'est vrai que ma saison, elle commence en avril-mai. C'est vrai que ces 3-4 mois de fraîcheur, je pense qu'ils sont pas désagréables. On a parlé donc du ski alpi, Transylvania, Nolans. Est-ce que tout ça, c'est des validations intermédiaires, c'est des promesses de ton état de forme, c'est des certitudes sur les dispositions dans lesquelles tu es, ou la course et l'UTMB en l'occurrence va forcément révéler autre chose? Est-ce que tu peux tirer des enseignements valables de ces différents jalons? Oui, après c'est pas parce que ça se passe bien un jour que ça se passe bien le jour d'après. Après, c'est sûr que quand tu fais une saison où tout se passe plutôt bien, t'arrives un peu plus en confiance que quand tout se passe assez mal. Faut pas le nier. Après voilà, c'est clairement des étapes que j'avais choisies de longue date, bien en avance. C'est des étapes qui étaient faites en fonction aussi du Tour du Mont Blanc. Donc voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est sûr que quand tu sors d'un hiver où j'ai fait ma meilleure place sur la Pyramide, quand j'arrive en Roumanie par rapport à l'an passé où j'avais eu un début de saison un petit peu chaotique, où là finalement tout s'est bien passé, j'arrive à courir assez vite sur un parcours avec des profils un petit peu similaires qu'ici, ça te met beaucoup plus en confiance.
confiance. Et puis après, voilà, j'avais voulu cette petite bulle autour du Nolans, quand même, où il y a beaucoup d'altitude, beaucoup de technicité, où voilà, ça s'est bien passé. Donc, forcément, oui, tu arrives plus en confiance. Maintenant, l'UTMB, ça reste l'UTMB, une course, ça reste une course. Donc voilà, on sait jamais ce qui peut se passer le jour J, et c'est un peu la magie de la chose, quoi. Si on savait ce qui allait se passer vendredi, je pense que personne serait là autour du chemin et ce sport serait nul. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait pas ce qui va se passer, il y a du suspense, et les athlètes eux-mêmes savent pas ce qui va se passer pour eux. C'est ça la magie de l'ultra trail, quoi. Sinon on fera un autre sport, je pense. Ouais. C'est le cœur qui a parlé donc dans ta venue ici à l'UTMB à nouveau. Est-ce qu'il y a aussi cette confrontation avec l'élite mondiale? Je parle aux compétiteurs, c'est aussi ça, tu veux venir te frotter à cette compétition la plus relevée qui soit, c'est ça que tu viens chercher aussi, la confrontation à l'autre, peut-être par rapport en opposition à tes projets off, où là c'est plutôt toi face à toi-même? Oui, c'est sûr que il y a cet aspect compétitif, sinon je prendrais pas le départ vendredi sous la pluie, je serais parti lundi quand il faisait beau et puis que c'était cool, quoi. Donc voilà, c'est ça le jeu de la compétition, c'est qu'en gros on part à une date donnée avec un certain nombre de personnes, tout le monde essaie de se préparer pour ce jour-là, pour cette date-là. Donc oui, il y a ce côté compétitif. Après, ce qui est beau dans ce sport-là, c'est qu'il y a ce côté compétitif, mais qui n'est pas déconnecté quand même de cette aventure, de cette adaptation nécessaire et tout ça. Alors oui, il y a la compétition, oui, c'est le jour J, oui, il fera peut-être pas beau, et oui, effectivement, il faut tenir compte des autres athlètes, mais si on ne tient pas compte de soi, de la montagne et du défi, on n'y arrivera pas, et c'est ça qui fait la similitude quand même entre ces athlètes élites, on dit à chaque fois qu'ils vont faire la compète les uns contre les autres, mais ça, c'est une toute petite part de la course. La grosse part de la course, c'est quelque chose de commun avec tous les coureurs du départ, c'est qu'il faut aller au bout de cette boucle de 100 miles avant tout, et c'est ça le plus important. Ta première ligne de départ ici, c'était en 2006 sur la CCC. Quelle part du regard du François de l'époque sur la course t'étais, pour te citer, admiratif de ces personnes qui font le tour de cette montagne en 24-30 heures? Est-ce qu'il y a une partie de ce regard un peu candide sur l'UTMB que tu as réussi à garder en dépit de ton expérience depuis? Est-ce que il y a encore une part de ce François-là qui existe? Ouais, je pense, surtout là, quand on voit la météo, j'ai envie de dire, si on se met tous là sur la ligne de départ et qu'on se dit, voilà, là, on va aller courir 24 heures et puis il y a de la neige en haut des cols et bonne chance. Je pense que si tout le monde part en se disant, je vais casser la baraque et je vais faire la course contre les autres et je pense qu'à ça marchera pas. Donc oui, je pense qu'il faut être candide, il faut être très humble au départ. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'attends 4 ans entre les éditions. C'est aussi pour ça que je reste sur des formats 100 miles et que je suis un petit peu moins adepte des formats un petit peu plus courts, parce que j'ai besoin de cette petite appréhension que j'essaie de transformer un peu en excitation au départ, en me disant, on sera bien malin de savoir dans quel état on sera en haut d'école, et puis comment ça va se passer, comment on va devoir s'adapter. Et c'est ça le jeu du truc, quoi. Chacun connaît ton expérience ici, François. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le doute pour toi, là, à quelques heures de départ de la course, d'autant plus? Est-ce que c'est finalement pas la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter, d'avoir encore un peu peur avant d'y aller? Si, clairement. Puis le doute, il y est. Après, voilà, il y a des choses qui sont de plus en plus ancrées. C'est sûr qu'en 2006, je savais pas ce que c'était qu'une boisson d'effort. J'ai alterné peut-être 5 fois de paires de chaussures et de marques différentes. J'avais un sac à dos qui faisait clonk, 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 clonk dans mon dos. Je sais même pas si j'étais parti avec des bâtons, parce que je me suis dit, ça va être court quand même. La CCC, c'est que la moitié du TMB, il faut aller à bloc. Donc voilà, je me suis retrouvé en haut du Grand Col Ferré au bout d'un tiers de course où je pouvais même plus marcher. Donc j'espère avoir un peu progressé. Donc j'espère avoir moins de doutes sur 2-3 choses. Mais à chaque fois, en fait, on repousse ce degré d'incertitude et on va chercher de l'incertitude dans autre chose, quoi. Aujourd'hui, je sais que la boisson que je vais prendre, je sais le dosage que je vais prendre, je sais que j'aurai pas mal au ventre, je sais que je peux la prendre sur 35 heures au Nolans sans boire d'eau, je sais que potentiellement, normalement, j'aurai pas d'ampoule dans mes chaussures, que mon sac à dos, il bouge pas, que mes bâtons, je sais comment les... Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai plus de doutes, pour pouvoir repousser ça et mettre le doute dans d'autres choses. Donc voilà, effectivement, j'ai plein de doutes sur autre chose. Et puis, comme je disais, en fait, on a beau être préparé de la manière optimale, même si la préparation, elle s'est bien passée, on ne sait jamais comment le corps va se comporter le jour J, qu'est-ce qui va pouvoir se passer, on est à l'abri de rien. Donc, bien sûr qu'on doute, et tout le monde doute à un différent niveau sur la ligne de départ, mais tout le monde doute. C'est ça la magie de ce sport, quoi. Ça serait une belle pochette surprise. Mais on lit à contrario aussi beaucoup de sérénité. Je trouvais beaucoup de légèreté finalement dans tes propos sur les réseaux. Est-ce que c'est un espèce de détachement que tu n'avais peut-être pas jusqu'alors? Est-ce que tu navigues finalement entre ces deux eaux, à la fois le doute et finalement aussi pas mal de recul par rapport à ce qui t'attend? Non, je pense que c'est un détachement que j'ai toujours essayé d'avoir, notamment depuis 2011, où je suis peut-être venu au départ avec justement pas trop de détachement, et ça s'est bien passé. Donc je me suis juré en fait au fond de moi de toujours revenir avec beaucoup de détachement.
Mais aujourd'hui, voilà, c'est vrai que sur les réseaux, et puis même là, un petit peu dans ce genre d'interview, tout ça, je vois bien en fait qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur que j'ai faite moi en 2011 et qui arrivent pas forcément détachés sur la ligne de départ. Et du coup, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un peu de la peine aussi quand je vois du coup les conséquences que ça peut avoir sur certains, sur leur morale, sur leur façon de continuer le sport et leur entourage, tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de toujours pousser ce détachement-là en disant aux gens que lundi matin, on sera tous au travail ou à l'école avec les enfants ou en train de faire autre chose, et la vie et la terre, elle va continuer de tourner quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe vendredi. Donc de se dire en fait ça peut très bien se passer, ce sera merveilleux, ça peut peut-être moins bien se passer, ce sera pas grave, mais vivons-le, profitons-en et essayons d'avoir du détachement. Ok, on a tous mis un énorme investissement là-dedans, on est tous prêts et j'espère que ça va bien se passer, et oui, il y aura peut-être un moment énorme de joie, d'émotion, un moment peut-être de déception ou d'autres. Mais essayons de se dire que la vie, elle continuera quand même et que ça reste que du sport. Donc voilà, je pense que ce détachement-là, j'essaie de le pousser un petit peu aussi et de le montrer un petit peu sur les réseaux parce que je pense que c'est important quand même de relativiser un peu tout ça dans cette semaine-là où voilà, tout est centré autour de l'ultra trail. Enfin, on voit bien en se baladant dans Chamonix l'impact et l'effervescence que ça a, et je trouve tant mieux. Enfin, prenons cette excitation, gardons ça de manière positive, mais il faut quand même qu'on essaie d'avoir un petit peu de détachement aussi sur tout ça, mais par contre vivons le truc à fond. Enfin, c'est fabuleux, c'est génial, moi c'est ce qui me passionne depuis plus de 20 ans, mais voilà, je pense qu'il faut aussi essayer de se dire qu'il n'y a pas que ça, et puis que si on met 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins, ça va pas être très très grave. Je voudrais qu'on parle un peu des autres. Ton sentiment sur le reste du plateau depuis 2021 et de manière générale la façon dont ont évolué les performances. Est-ce que tu vois des changements notables, et est-ce que j'imagine que tu es concentré sur toi, ce que tu as à délivrer, à quel point tu peux le prendre en compte aussi, l'évolution concurrentielle là, en 4 ans? Eh ben ouais, non, il y a toujours plus de coureurs. Après, il y a toujours aussi des autres manières de voir la montagne, de voir les choses et de courir. Voilà. Après, je trouve que sur l'UTMB, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une course d'ultra trail très polyvalente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous connaissez tous la Western States, vous connaissez tous la Hard Rock ou des projets comme le Nolans. On a des choses qui sont devenues un petit peu opposées, même si ça reste des efforts pour les premiers de 15, 20, 25 heures. On est sur l'ultra trail, certes, mais aujourd'hui, entre courir 15 heures à plat et dans la chaleur et courir 22 heures, 20 heures sur un UTMB dans la neige, c'est quand même des choses qui sont différentes. Et là, si on parle de la Hard Rock et du Nolans, c'est complètement opposé. Donc voilà, aujourd'hui, sur l'UTMB, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, il y a des coureurs de la Western qui vont croiser des coureurs un petit peu plus de la montagne. Et donc voilà, il faut arriver à jouer un petit peu avec tout ça. Donc voilà, c'est marrant, mais c'est sûr que du coup, c'est des stratégies de course qui sont différentes, c'est des adaptations qui sont différentes, et forcément, il y en a qui vont partir plus vite, il y en a qui seront plus forts quand ça va s'élever, quand ça sera la nuit, quand ça sera froid, il y en a qui seront plus forts en fin de course. Donc aujourd'hui, à nous de savoir se jauger, mais et du coup, je pense que c'est encore plus important de bien se connaître et d'être à l'écoute de ses sensations plutôt que de juste faire en fonction des autres. Des fois, on peut aller là où il faut pas aller, quoi. 2 dernières questions rapides, François, avant de te libérer, parce que tu es attendu. Beaucoup t'accordent ce statut de favori qui vaut ce qu'il vaut. Est-ce que tu es prêt à le prendre? Bon, disons que... Question pénible. Non, c'est pas du tout pénible. En fait, c'est vrai que si je prends un petit peu de hauteur, c'est vrai que ma saison, elle s'est plutôt très bien passée. Je vais pas m'en cacher. Donc je pensais pas pouvoir m'entraîner, être en forme comme ça. Donc voilà, ça j'ai envie de dire, je suis à peu près transparent là-dessus et les gens le voient, donc je vais pas mentir. Et c'est vrai que j'ai gagné 4 fois cette course. Donc de dire que je viens là juste pour me promener, essayer de finir la boucle, je pense que je serais pas tout à fait honnête. Donc oui, c'est sûr qu'en ayant gagné 4 fois la course et en disant que j'arrive à peu près en forme, forcément on va te dire que ton statut est un peu celui de favori. Donc voilà, j'essaie de le prendre de manière un peu marrante et rigolote et sympa. Après voilà, c'est pas parce qu'on est favori qu'il faut pas être humble au départ de la course et ne pas se dire que on sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose c'est une reconnaissance aussi des efforts que j'ai fait, des 10 dernières années que j'ai passées ici. Donc je trouve ça que c'est très gentil et très agréable. Après, honnêtement, ça me met pas plus de pression que ça. Je me dis juste que voilà, c'est normal par rapport à ce que j'ai fait ces dernières années, quoi. François, tu porteras le dossard numéro 50. J'ai regardé, 50, c'est les noces d'or en termes de mariage. Vous n'êtes pas tout à fait là encore avec Caroline. Est-ce que c'est tes noces d'or qu'on va célébrer à l'UTMB? On te souhaite ça?
Bah oui, avec C'est plaisir. bien, tu prends. Ouais, je le prends. J'accepte. On se voit samedi à l'arrivée. En tout cas, passe une belle course et merci pour ton temps, Merci. très précieux. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.